Nous sommes en septembre 476. Dans une salle froide de Ravenne, un adolescent terrifié retire une couronne d'or de sa tête. Il s'appelle Romulus Augustule. Il est le dernier empereur d'Occident. Face à lui se tient Odoacre, un chef de guerre barbare, un mercenaire qui en a assez d'attendre son chèque. L'histoire officielle, celle qu'on enseigne dans les lycées, celle des grandes batailles et des dates rouges sur la frise chronologique, nous dit que c'est ici que Rome meurt. On nous raconte que la civilisation a été assassinée par la sauvagerie, que les hordes barbares ont submergé les légions vertueuses. C'est une histoire tragique, romantique, et totalement fausse. La vérité n'est pas dans la salle du trône. La vérité est dans la poche du soldat barbare. Si vous preniez la pièce de monnaie qu'il tenait ce jour-là, et que vous la compariez à celle d'un soldat d'Auguste 4 siècles plus tôt, vous comprendriez le crime. Rome n'a pas été tuée par une épée, elle n'a pas été tuée par une idéologie. Elle a été tuée par une maladie silencieuse, invisible, mathématique. Rome s'est suicidée par l'inflation. C'est l'histoire d'une superpuissance qui a cru pouvoir tricher avec la réalité. C'est l'histoire de politiciens qui ont pensé qu'ils pouvaient imprimer de la richesse. Et c'est l'avertissement le plus brutal que l'histoire nous ait laissé. Quand une nation corrompt sa propre monnaie, elle ne perd pas seulement son économie, elle perd son âme. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut d'abord contempler la hauteur du sommet. Il faut revenir au début, à l'époque où Rome n'était pas un mot, mais une garantie universelle. Sous le premier empereur, Auguste, l'Empire romain fonctionne comme une horloge suisse à l'échelle d'un continent. De la brume de l'Écosse au désert de Syrie, 60 millions de personnes vivent sous la même loi. Mais ce qui unit ce monde disparate, ce ne sont pas seulement les routes pavées ou les légions, c'est le denier. Le denier d'Auguste est une merveille d'ingénierie financière. Il pèse environ 4 grammes, et sur ces 4 grammes, 98% sont de l'argent pur. C'est du métal honnête. À cette époque, la monnaie n'est pas une fiat currency, une monnaie de confiance comme nos billets modernes qui ne valent que parce que l'État le dit. Non, le denier est de la valeur. Si l'Empire s'effondrait demain, la pièce vaudrait toujours son poids en argent. C'est ce qu'on appelle une monnaie intrinsèque. Cette honnêteté monétaire est le carburant de la Pax Romana. Elle permet une chose incroyable, la planification à long terme. Imaginez un centurion romain. Il s'engage pour 20 ans de service. C'est une vie entière de marches forcées, de combats sanglants, de discipline de fer. Pourquoi accepte-t-il ? Parce qu'il sait qu'à la fin, sa pension en denier lui permettra d'acheter une ferme en Toscane. Il sait que le denier qu'il gagnera dans 20 ans aura le même pouvoir d'achat que le denier d'aujourd'hui. L'inflation est quasi inexistante. Le prix du pain est stable sur des générations. Cette stabilité crée la plus grande zone de libre-échange de l'histoire ancienne. Un marchand d'huile d'olive en Espagne n'a pas besoin de calculer le taux de change pour vendre à un acheteur en Grèce. La monnaie est le langage commun. C'est le sang qui irrigue le corps de l'Empire. Tant que le sang est pur, le corps est invulnérable. Mais l'argent a un défaut majeur pour les politiciens. On ne peut pas l'inventer. On doit le trouver, l'extraire, le raffiner. C'est lent, c'est pénible. Et les désirs des empereurs, eux, sont rapides et sans limite. Le virus entre dans le système en l'an 64. Le patient zéro s'appelle Néron. Néron a un problème, un gros problème. Rome vient de brûler. Le grand incendie a ravagé les quartiers populaires, mais aussi les palais. La population gronde. Pour éviter une révolte, Néron doit reconstruire, et vite. Il veut construire sa Domus Aurea, sa maison dorée, un palais d'une extravagance inouïe. Il doit aussi importer du blé massivement pour nourrir la plèbe en colère. Il regarde dans les coffres du trésor, et ils sont vides. Un dirigeant responsable aurait levé des impôts ou réduit les dépenses. Mais lever des impôts est impopulaire, et réduire les dépenses est impossible pour un mégalomane. Alors Néron convoque ses conseillers financiers et leur pose une question qui va changer le destin de l'humanité. Et si nous changions la recette ? L'idée est diaboliquement simple. Au lieu de faire des pièces avec 100% d'argent, pourquoi ne pas mettre 90% d'argent et 10% de cuivre ? Le cuivre ne coûte rien. Si vous faites cela avec la même quantité d'argent métal, vous pouvez frapper 10% de pièces en plus. C'est de l'argent gratuit. C'est de la magie. Néron ordonne la refonte. Les nouvelles pièces sortent de l'atelier monétaire de Rome. Elles ont toujours le visage de l'empereur. Elles ont toujours écrit « Denarius » dessus. À l'œil nu, elles brillent presque pareil. Mais chimiquement, elles sont corrompues. Néron vient d'inventer l'inflation monétaire. Il vient de voler 10% de la richesse de chaque personne possédant de l'argent, sans jamais entrer dans leur maison. C'est le crime parfait. Au début, personne ne remarque rien. L'économie est une bête immense et lente. Il faut du temps pour que le poison circule. Néron paie ses entrepreneurs, ses artistes et ses soldats avec cette nouvelle monnaie diluée. Pendant quelques années, c'est l'euphorie. Il y a plus d'argent en circulation, les affaires reprennent, la reconstruction avance.
Mais c'est une illusion. C'est l'effet d'une drogue. Vous vous sentez fort juste après l'injection, mais votre corps commence déjà à se dégrader. Les marchands les plus astucieux, les banquiers d'Alexandrie ou d'Antioche, commencent à avoir des doutes. Ils pèsent les pièces, ils les font sonner sur le comptoir. Le son est un peu plus mat, la confiance s'effrite, milligramme par milligramme. Après la mort de Néron, le précédent est créé. La boîte de Pandore est ouverte. Les empereurs suivants, même ceux que l'histoire juge bons, comme Trajan ou Hadrien, ne referment pas la boîte. Au contraire, ils y puisent. Pourquoi ? Parce que l'Empire est victime de son propre succès. Plus l'Empire s'étend, plus il coûte cher. Trajan conquiert la Dacie. C'est glorieux sur une carte. Mais il faut construire des routes, des forts, payer des garnisons, administrer des populations hostiles. La guerre coûte une fortune. Puis vient Hadrien. Il arrête les conquêtes, mais il lance des programmes de construction massifs. Puis vient Antonin le Pieux. Il doit payer pour la paix sociale, les fameux jeux du cirque, le pain gratuit pour les pauvres de Rome. Les dépenses augmentent de façon exponentielle, mais les revenus sont linéaires. L'économie romaine est agraire, elle ne croît pas très vite. Alors, la tentation est irrésistible. À chaque crise, à chaque guerre, à chaque déficit, l'empereur appelle le maître de la monnaie et dit « Réduisez encore un peu l'argent. De 90%, on passe à 85%, puis à 80%. C'est insidieux car c'est progressif. C'est comme la grenouille dans l'eau qui chauffe. Le citoyen romain voit les prix augmenter doucement. Le vin coûte un peu plus cher cette année, la tunique est un peu plus onéreuse. Il râle, il accuse le marchand d'être gourmand. Il ne comprend pas que le problème ne vient pas du marchand, mais de la pièce elle-même. L'État romain commence à agir comme un toxicomane. Il a besoin de sa dose de fausse monnaie pour fonctionner. S'il arrêtait de dévaluer, il ferait faillite instantanément. Il est piégé dans une fuite en avant. Et comme tout toxicomane, il va finir par faire une overdose. La fin de la période d'incubation arrive avec Commode, le fils de Marc Aurèle. En 180, Commode hérite d'un empire qui est déjà au bord de la rupture. Les frontières sont attaquées par les Germains au nord et les Parthes à l'est. La peste antonine a tué 10% de la population. La main-d'œuvre manque dans les champs. Commode n'est pas un gestionnaire, c'est un jouisseur. Il veut être aimé, il veut être une star de l'arène, mais surtout, il a besoin de l'armée. Il sait que son pouvoir repose uniquement sur les pointes des lances de ses légions. Alors, il prend une décision qui va accélérer le temps. Il augmente la solde, pas un peu, massivement. Et pour financer cela, il donne un grand coup de volant dans la dévaluation. Sous son règne, le denier perd près de 30% de sa valeur en quelques années. C'est le moment de bascule. Jusque-là, l'inflation était une gêne. Maintenant, elle devient une menace existentielle. Les prix commencent à s'agiter nerveusement. Les soldats, voyant que leur nouvelle solde augmentée achète en réalité moins de choses qu'avant, demandent. Encore une augmentation. C'est la naissance de la spirale prix-salaire. L'État imprime ou frappe plus d'argent pour payer les salaires, ce qui fait monter les prix, ce qui oblige à augmenter les salaires, ce qui oblige à frapper plus d'argent. À la mort de Commode, assassiné dans son bain, une fin classique de débiteur insolvable, l'Empire entre dans une nouvelle ère. L'ère de la fièvre. L'ère où la logique économique disparaît pour laisser place à la panique pure. Le virus s'est propagé partout. Le patient commence à convulser. Nous entrons dans le IIIe siècle. Si le IIe siècle était l'automne de Rome, le IIIe siècle est son hiver nucléaire. Après le meurtre de Commode, c'est la guerre civile. Le vainqueur est un général africain, dur, pragmatique et sans scrupules, Septime Sévère. Sévère n'est pas un philosophe, il ne s'intéresse pas à la loi ou au Sénat. Il sait une seule chose, le pouvoir est au bout du glaive. Sur son lit de mort, il donne à ses fils, Caracalla et Geta, le conseil le plus cynique et le plus destructeur de l'histoire politique. Soyez unis, enrichissez les soldats, et moquez-vous du reste. Le reste, c'est-à-dire l'économie, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire l'avenir. Pour obéir à son père, Caracalla augmente la solde de l'armée de 50%. C'est une folie budgétaire. Le budget militaire engloutit désormais la quasi-totalité des revenus fiscaux de l'État. Il ne reste rien pour les routes, rien pour les aqueducs, rien pour l'administration. Pour payer cette facture impossible, Caracalla ne se contente pas de dévaluer le denier. Il crée une nouvelle pièce, l'antoninien. C'est une pièce qui est censée valoir 2 deniers. Mais quand on l'analyse, elle ne contient que 1,5 fois l'argent d'un denier. C'est une arnaque officielle. L'État dit « ceci vaut 2 », mais la physique dit « ceci vaut 1,5 ». Le marché réagit instantanément. Les prix s'ajustent à la réalité du métal, pas à la fiction de l'empereur. L'inflation bondit. Caracalla a aussi une autre idée pour remplir les caisses. L'édit de Caracalla en 212. Il accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. On nous présente souvent cela comme une grande mesure humaniste, un progrès de l'égalité.
Détrompez-vous. C'était un raid fiscal. Avant, c'était dit, seuls les citoyens romains payaient l'impôt sur les successions. En rendant tout le monde citoyen, Caracalla rendait tout le monde imposable. Il ne cherchait pas des frères, il cherchait des payeurs. Mais même cela ne suffit pas. L'appétit de l'armée est un puits sans fond. Après l'assassinat de Caracalla, lui aussi finit mal, l'Empire sombre dans ce qu'on appelle l'anarchie militaire. Pendant 50 ans, Rome va connaître plus de 20 empereurs officiels et une multitude d'usurpateurs. C'est le chaos total. Pourquoi? Parce que le trône impérial est devenu un siège éjectable vendu aux enchères. Le mécanisme est toujours le même. Un général promet une énorme prime en or à ses troupes s'ils le font empereur. Les troupes tuent l'empereur actuel et installent leur général. Le nouvel empereur regarde le trésor, vide. Il ordonne de fondre les pièces existantes pour en faire de nouvelles, encore plus pauvres en argent, pour payer sa promesse. L'inflation explose, la prime ne vaut plus rien en pouvoir d'achat. Les soldats sont mécontents, ils trouvent un autre général qui promet encore plus. Retour à la case départ, répétez le cycle. C'est une machine à laver qui tourne à vide et qui détruit le tissu social. À chaque tour de roue, la monnaie meurt un peu plus. Sous l'empereur Galien, vers 260, nous touchons le fond. Le denier, cette pièce qui faisait la fierté de Rome, ne contient plus que 5% d'argent. 5%. Ce n'est plus de la monnaie. C'est un jeton de cuivre avec un mince plaquage d'argent qui s'en va si on le frotte trop fort. Les chimistes de l'époque doivent inventer des techniques de blanchiment à l'acide pour faire remonter le peu d'argent en surface et donner l'illusion de la brillance. L'État romain est devenu un faux monnayeur industriel. Arrêtons-nous un instant sur les chiffres et regardons les humains. À quoi ressemble la vie quotidienne quand la monnaie meurt? Imaginez que vous êtes un boulanger à Antioche. Hier, vous vendiez votre pain pour un denier. Aujourd'hui, le prix de la farine a doublé parce que le marchand de blé ne veut plus de ces pièces sans valeur. Vous devez vendre votre pain à 2 deniers. Mais vos clients, des ouvriers, des soldats, ont le même salaire qu'hier. Ils vous traitent de voleurs, ils crient. Des émeutes éclatent devant votre boutique. Vous n'êtes pas un voleur. Vous essayez juste de survivre. Mais l'inflation détruit la confiance entre voisins. Elle transforme chaque transaction en un conflit. L'argent perd sa fonction première. Être une réserve de valeur. Si vous gardez une pièce dans votre poche pendant 1 mois, elle perd la moitié de son pouvoir d'achat. Alors, la vitesse de circulation de la monnaie s'emballe. Dès que les gens reçoivent de l'argent, ils courent l'échanger contre quelque chose de réel. Du blé, de l'huile, des terres, n'importe quoi de tangible. Personne ne veut être le dernier à tenir la patate chaude. C'est la mort de l'épargne. La classe moyenne romaine, ces commerçants, ces artisans, ces vétérans qui avaient économisé toute leur vie pour leur retraite, voient le fruit de 50 années de travail anéanti en quelques mois. Ils sont ruinés sans avoir fait une seule erreur, juste en gardant la monnaie de l'empereur. Le système bancaire s'effondre. Qui prêterait de l'argent aujourd'hui pour être remboursé dans 1 an avec une monnaie qui ne vaudra plus rien? Le crédit disparaît. Sans crédit, le commerce s'arrête. Les navires restent au port. Les mines ferment. L'Empire commence à se disloquer physiquement. Les provinces de Gaule et de Palmyre font sécession. Non pas seulement par ambition politique, mais par nécessité économique. Pourquoi envoyer vos richesses à Rome si Rome vous renvoie en échange des pièces de cuivre sans valeur? Autant garder vos ressources et frapper votre propre monnaie. L'inflation est un acide qui dissout les liens politiques. Le comble de l'ironie est atteint quand l'État romain lui-même commence à refuser sa propre monnaie. C'est un moment clé. L'empereur paye ses soldats avec des pièces avilies, mais quand vient le moment de collecter les impôts, il exige d'être payé en nature. L'administration dit aux paysans « Gardez vos pièces de ferraille. Donnez-nous du blé, donnez-nous du bétail, donnez-nous des tissus pour les uniformes. » C'est l'aveu d'échec ultime. L'État admet que sa monnaie est une fiction. L'économie la plus sophistiquée du monde antique régresse de 1000 ans en arrière. Elle redevient une économie de troc. C'est une catastrophe pour la productivité. Le troc est inefficace. Si vous faites des chaussures et que vous voulez du pain, vous devez trouver un boulanger qui a besoin de chaussures. Si le boulanger n'a pas besoin de chaussures, vous ne mangez pas. La spécialisation du travail disparaît. Les gens quittent les villes. Ils retournent à la campagne pour cultiver leur propre potager, pour être autosuffisants. Les grandes cités romaines commencent à se vider. L'urbanisation, signe de civilisation, recule. La structure même de la société change. Les faibles se mettent sous la protection des forts, des grands propriétaires terriens qui ont des stocks de nourriture et des milices privées. En échange de leur protection, ils abandonnent leur liberté. Ils deviennent des colonies, des serfs. Le système féodal du Moyen-Âge est en train de naître sous nos yeux, non pas à cause des barbares, mais à cause de l'effondrement monétaire. Il y a bien un homme qui tente de stopper l'hémorragie, Aurélien.
Le restitutor orbis, le restaurateur du monde. C'est un soldat brillant. Il reconquiert la Gaule, il reconquiert l'Orient. Il réunifie l'Empire par la force de son génie militaire. Mais quand il s'attaque à la monnaie, il rencontre un ennemi qu'il ne peut pas vaincre avec une épée. En 271, Aurélien tente de réformer la monnaie. Il veut fermer l'atelier monétaire de Rome, qui est devenu un nid de corruption où les ouvriers volent l'argent métal pour eux-mêmes et frappent de la fausse monnaie. Que se passe-t-il? Les ouvriers de la monnaie se révoltent. Ce n'est pas une petite grève, c'est une insurrection armée sur la colline du Caelius. Les ouvriers de la monnaie, alliés à des sénateurs corrompus, livrent bataille aux légions d'Aurélien. Le bilan est terrifiant. 7000 morts. Réfléchissez à cela. 7000 morts pour une question de politique monétaire. C'est la preuve que la corruption était devenue systémique. Ceux qui profitèrent de l'inflation, ceux qui s'enrichissaient sur le dos du peuple en fraudant la monnaie, étaient prêts à tuer l'empereur pour protéger leur business. Aurélien écrase la révolte, mais il n'arrive pas à sauver le denier. Il meurt assassiné peu après. L'Empire est réunifié politiquement, mais économiquement, il est dans le coma. La fièvre est tombée, mais le patient est catatonique. Il attend le chirurgien qui va tenter l'opération de la dernière chance. Ce chirurgien s'appelle Dioclétien, et son remède sera presque pire que le mal. Nous sommes en 284 après J.C. L'anarchie militaire prend fin avec l'arrivée de Dioclétien. Cet homme n'est pas un rêveur. C'est un administrateur froid, brutal et méthodique. Il regarde l'Empire, et il ne voit pas une civilisation. Il voit une armée en désordre qu'il faut mettre au pas. Il réorganise tout. Il divise l'Empire en 4. Il multiplie par 2 la taille de la bureaucratie. Il double la taille de l'armée. Tout cela demande de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais la monnaie est morte. Personne ne veut des pièces de Dioclétien. Alors, l'inflation repart de plus belle. Les prix s'envolent vers la stratosphère. Dioclétien, furieux, décide qu'il est l'homme le plus puissant du monde et que l'économie doit lui obéir. En 301, il commet l'acte d'orgueil économique ultime. Il promulgue l'édit du maximum. C'est un texte hallucinant. Des scribes sont envoyés dans tout l'Empire pour graver sur la pierre les prix corrects de chaque chose. Le prix du blé, fixé. Le prix de la bière, fixé. Le salaire d'un coiffeur, fixé. Le prix d'un esclave, d'un lion, d'une paire de chaussettes, fixé. La sanction pour quiconque vend plus cher que le prix fixé, la mort. La sanction pour quiconque achète plus cher, la mort. La sanction pour quiconque cache ses marchandises, la mort. C'est la terreur économique. Dioclétien déclare la guerre à la loi de l'offre et de la demande. Mais les lois de l'économie sont comme la gravité. On ne peut pas les abroger par décret. Le résultat est immédiat et catastrophique. Les prix officiels sont trop bas par rapport à la réalité de la monnaie dévaluée. Les marchands perdraient de l'argent en vendant à ces prix. Alors, ils ferment boutique. Les marchandises disparaissent. La pénurie s'installe partout. L'historien Lactance écrit « Le sang a coulé pour des broutilles. Par peur, rien n'était mis en vente. La disette s'est aggravée jusqu'à ce que la loi, par nécessité, fût abolie après la mort de beaucoup. C'est une leçon que l'histoire répétera maintes fois. Le contrôle des prix ne guérit jamais l'inflation. Il ne fait que créer la pénurie. Dioclétien a transformé une crise monétaire en crise humanitaire. Après l'échec sanglant de Dioclétien, Constantin prend le pouvoir. Il est connu pour avoir transformé l'Empire, mais sa véritable obsession était l'or. Constantin est un réaliste. Il comprend que le système bimétallique est fini. La monnaie d'argent, celle du peuple, est trop corrompue pour être sauvée. Alors, il l'abandonne. Il la laisse pourrir. Il concentre toute l'énergie de l'État sur une seule pièce, le solidus. C'est une pièce d'or pure, 4,5 grammes, inaltérable, sacré. Pour frapper ces pièces, Constantin a besoin d'or. Il ne le sort pas des mines, il le prend là où il est, il confisque les stocks d'or des anciennes institutions à travers tout le territoire. C'est un transfert de richesse massif vers l'État. Le solidus est un succès technique. Il est stable. Il restera la monnaie de référence de l'Empire byzantin pendant des siècles. Mais socialement, c'est une bombe atomique. Le solidus vaut beaucoup trop cher pour le commerce quotidien. C'est l'équivalent d'un billet de 1000 €. Vous ne pouvez pas acheter du pain avec. L'économie se divise donc en 2 mondes hermétiques. En haut, l'élite, les hauts fonctionnaires, les généraux, les sénateurs, les proches de l'empereur. Ils sont payés en or, ils épargnent en or, ils sont protégés de l'inflation, leur pouvoir d'achat reste stable ou augmente. En bas, le peuple. 95% de la population. Ils doivent utiliser les folies, des sacs de pièces de cuivre qui se dévaluent chaque jour. Ils subissent une inflation permanente. C'est un apartheid financier. Pire encore, l'État exige que les impôts soient payés en or. Le petit paysan doit vendre ses récoltes contre des sacs de cuivre.
puis courir chez le changeur pour acheter de l'or à un taux exorbitant afin de payer ses taxes. Le système est conçu pour aspirer la richesse du bas vers le haut. La classe moyenne est éradiquée. Il ne reste que les très riches et les très pauvres. La société romaine, jadis dynamique et mobile, se fige dans une structure de caste rigide. Au IVe et Ve siècle, l'Empire romain n'est plus un protecteur. C'est une machine parasitaire qui consomme sa propre population pour survivre. La bureaucratie est devenue monstrueuse. Il y a plus de gens qui vivent tant de l'impôt que de gens qui le paient. Pour nourrir cette bête, la fiscalité devient d'une violence inouïe. Les curiales sont rendus personnellement responsables de la collecte de l'impôt. Si le village ne peut pas payer, le curial doit payer de sa poche. Résultat, les élites locales fuirent les villes. Ils abandonnent leurs postes. L'administration locale s'effondre. La pression est telle que les citoyens romains commencent à faire un choix impensable. Ils choisissent le barbare. L'écrivain Salvien de Marseille, témoin de cette époque, écrit ces mots terribles. Les pauvres sont dépouillés, les veuves gémissent, les orphelins sont piétinés. À tel point que beaucoup, et pas des moindres, fuient vers les ennemis. Ils vont chercher chez les barbares l'humanité romaine, car ils ne peuvent plus supporter chez les Romains l'inhumanité barbare. Lisez bien cela. L'État romain était devenu plus barbare que les barbares eux-mêmes à cause de sa voracité fiscale. Les Goths, les Vandales, ne levaient pas d'impôts complexes. Ils prenaient une part de la récolte et laissaient les gens tranquilles. Pour un paysan gaulois, l'arrivée d'un seigneur de guerre franc n'était pas une invasion, c'était une baisse d'impôts. C'est là le secret de la chute. Rome n'est pas tombée parce que les barbares restaient trop forts. Elle est tombée parce que les Romains ont ouvert les portes. Ils ont fait grève de patriotisme. Nous revenons maintenant à notre scène d'ouverture. 476, Ravenne. Pourquoi cette fin fut-elle si calme? Pourquoi pas de grande bataille finale? Parce que l'Empire était déjà mort. Il était en état de mort cérébrale économique. L'armée romaine n'existait plus. Elle était composée entièrement de mercenaires fédérés comme Odoacre. Ces mercenaires demandaient une chose simple, être payés. Mais le trésor était vide. L'économie était anémiée. Il n'y avait plus rien à pressurer. Odoacre a simplement fait un constat de faillite. Il a dit à Oreste « Si vous ne pouvez pas nous payer en or, payez-nous en terre ». L'État romain a refusé. Odoacre a tué Oreste, a déposé le petit Romulus et a saisi l'Italie comme paiement de la dette. Ce geste final d'Odoacre est d'une lucidité froide. Il prend les insignes impériaux et les envoie par la poste à Constantinople, à l'empereur d'Orient Zénon. Le message est clair, nous n'avons plus besoin de cette fiction ici. Le coût de l'Empire dépasse sa valeur. Je ferme la succursale. C'était une liquidation judiciaire. L'Empire d'Occident a été fermé pour insolvabilité. Les habitants de Rome, de Milan ou de Naples n'ont pas vu de différence majeure le lendemain matin. Ils utilisaient déjà des pièces de cuivre sans valeur. Ils obéissaient déjà à des chefs militaires locaux. La chute de Rome fut un non-événement pour les contemporains, car la vraie chute avait eu lieu dans leur portefeuille des décennies plus tôt. Aujourd'hui, quand on se promène dans ces ruines, on admire la grandeur des colonnes, on pense à Jules César, à la gloire, mais nous devrions penser au denier. La chute de Rome est l'étude de cas parfaite. Elle nous montre qu'il n'y a pas de repas gratuit. Les empereurs ont cru qu'ils pouvaient financer leurs rêves de grandeur, leurs guerres et leurs palais en manipulant la monnaie. Ils ont cru qu'ils pouvaient tromper les lois de l'arithmétique. Pendant un temps, l'illusion a fonctionné. L'inflation crée toujours une sensation de prospérité factice au début. C'est la phase d'euphorie. Mais la réalité, qu'on appelle souvent le grand livre de comptes, finit toujours par présenter la facture. L'inflation a détruit la confiance. La perte de confiance a détruit le commerce. La fin du commerce a détruit l'économie. La ruine économique a détruit la classe moyenne. Et sans classe moyenne, l'État est devenu un monstre qui a dévoré ses propres enfants jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la coquille vide d'un empire, prête à être renversée par une simple pichenette. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Les noms changent, les technologies changent, mais les lois de l'économie sont immuables. Une société qui corrompt sa monnaie choisit sa propre fin. Rome n'a pas été conquise. Elle a fait faillite. C'était Cinematic History Tales. Si vous voulez comprendre ce que les graphiques boursiers d'aujourd'hui vous disent vraiment, abonnez-vous. Car l'histoire a tendance à présenter la même facture 2 fois à ceux qui ne l'ont pas lue.